Voici un fait que personne ne conteste. Entrez dans n'importe quel hôtel du monde, New York, Londres, Toronto, Sydney, prenez l'ascenseur, appuyez sur le bouton du 13e étage. Vous ne pouvez pas, parce qu'il n'existe pas. Pas sous l'étiquette 13, en tout cas. L'immeuble possède bel et bien cet étage. Le béton est là, la plomberie le traverse. Des gens y dorment. Mais officiellement, institutionnellement, cet étage n'existe pas. Nous avons accepté cela. Nous l'avons tellement normalisé que la plupart des gens n'y prêtent même plus attention. Un enfant dans un ascenseur pourrait demander « Pourquoi ça passe de 12 à 14 ?» Et l'adulte, un peu gêné, avec un petit rire « Oh, le 13, ça porte malheur. » Mais pourquoi ça porterait malheur? C'est là que commence cette histoire. Parce que plus j'ai creusé, plus j'ai réalisé que la réponse à cette question n'a rien à voir avec la superstition. C'est une question de stratégie. Avant de comprendre ce qui a été effacé, il faut comprendre ce qui existait. Le 13 n'est pas un chiffre arbitraire. Ce n'est pas une erreur culturelle tombée du ciel. L'effacement du 13 dans les immeubles n'est que la couche la plus visible d'une réalité bien plus profonde. Prenez suffisamment de recul et un tableau d'ensemble se dessine, non pas seulement dans l'architecture, mais dans les calendriers, dans la théorie musicale, dans la structure même de notre mesure du temps en Occident. Pendant des millénaires, à travers des civilisations qui n'avaient aucun contact entre elles, le nombre 13 occupait une place d'une importance capitale, non pas redoutée, non pas évitée, vénérée. Prenez le calendrier lunaire. La Lune accomplit environ 13 cycles complets en une année solaire. 13, pas 12, pas 14. 13 mois lunaires s'inscrivent dans une année de façon bien plus naturelle que 12, et pourtant quasiment tous les systèmes de mesure du temps en usage aujourd'hui reposent sur 12 mois. Nos mois de 30 et 31 jours existent précisément parce qu'il a fallu forcer les chiffres pour faire fonctionner un système à 12. Février est là, bancal, tronqué, rafistolé, la cicatrice arithmétique d'un système à 12 mois plaqué sur une réalité à 13. Les Mayas faisaient du 13 une unité fondamentale de leur calendrier sacré, le Tzolk'in, un cycle de 260 jours construit sur 13 chiffres combinés à 20 signes journaliers. Ce n'était pas de la décoration, c'était de l'astronomie. C'était une mesure du temps d'une précision extraordinaire. Quand on comprend que le Tzolk'in prédisait avec justesse les cycles de Vénus, les passages zénithaux du Soleil et les saisons d'éclipse, on était forcé de se demander pourquoi une civilisation d'une telle sophistication mathématique aurait-elle choisi le 13 comme unité de base si le 13 ne fonctionnait pas? Les Aztèques, les Égyptiens, les anciens Celtes, les Vikings, les peuples autochtones d'Amérique du Nord, 13 lunes, 13 cycles, 13 écailles sur le dos de la tortue, qui dans plusieurs traditions amérindiennes servaient à compter l'année lunaire. Le schéma se répète avec une précision troublante. Je voudrais que vous pensiez à ce qu'il faut pour faire disparaître un chiffre d'un bâtiment. Pas d'un seul immeuble, pas d'une seule ville, de milliers d'immeubles, de dizaines de milliers, hôtels, hôpitaux, tours de bureaux, aéroports, tous obéissant à la même convention, tous sautant le même chiffre, simultanément, systématiquement, dans des pays différents, des langues différentes, des cultures différentes. Et voici ce qu'il y a de plus étrange. Personne n'a jamais promulgué de décret officiel. Il n'existe aucune loi obligeant les bâtiments à omettre le 13e étage, aucune norme architecturale internationale, aucun document signé. Ce silence coordonné est assourdissant. On nous dit que tout cela s'est produit de façon organique, que des constructeurs, des architectes, des directeurs d'hôtels, agissant chacun de leur côté, ont décidé indépendamment, en raison de la superstition du grand public, de renuméroter leurs étages. Ce qui soulève une question simple mais décisive. À quel moment de l'histoire une superstition a-t-elle jamais produit un changement de comportement aussi standardisé, coordonné et durable, sans qu'une force organisatrice se cache derrière? Regardez les places dans les avions. De nombreuses compagnies aériennes suppriment purement et simplement la rangée 13. L'explication officielle,
le confort des passagers. Les gens ne voudront pas s'y asseoir. Mais ce raisonnement s'effondre aussitôt, parce que ces mêmes compagnies placent les voyageurs dans des sièges du milieu, réduisent l'espace pour les jambes, font payer l'eau et entassent régulièrement des humains dans des tubes en aluminium dans des conditions dignes du transport de bétail. Elles n'optimisent pas pour le confort, elles optimisent pour autre chose. Les aéroports. La Formule 1, pendant des années, aucune voiture ne portait le numéro 13. La saison 1976 est particulièrement frappante pour quiconque y regarde de près. Le NASCAR a connu de longues périodes où le 13 était tout simplement absent du peloton, non pas retiré en hommage à un grand pilote, non pas réservé à un sponsor, simplement absent, comme si le chiffre lui-même avait été discrètement escorté vers la sortie pendant que tout le monde regardait ailleurs. Le schéma se répète, il s'accumule. Et l'accumulation, c'est le moment où la superstition cesse d'être une explication pour devenir un symptôme. Allons plus loin. Les anciens Égyptiens reconnaissaient 13 étapes dans le voyage de l'âme vers l'ascension spirituelle. 13, pas 12, pas 10. Leur cadre cosmologique, les mystères osiriens, comprenait une 13e composante représentant la transformation, le seuil entre les états de l'être. Le 13e était le moment du devenir. Dans la cosmologie sumérienne, l'une des plus anciennes civilisations lettrées que nous connaissions, des tablettes retrouvées en ancienne Mésopotamie font référence à des systèmes numériques qui traitaient le 13 comme un pivot cosmique, le chiffre auquel les cycles s'achèvent et se renouvellent. Ces tablettes sont antérieures à l'Ancien Testament, antérieures à la Grèce classique. Et pourtant, leur cadre mathématique n'a été étudié que par un cercle académique d'une étroitesse confondante. Pourquoi ? Plus j'avançais dans les archives historiques, plus je remarquais non seulement ce qui était présent, mais ce qui manquait. Des lacunes dans la littérature savante, des traductions qui escamotent certaines références numériques, des spécialistes renommés du cunéiforme qui ont noté, en bas de page, toujours en bas de page, que certains passages numériques de tablettes récupérées résistent à l'interprétation conventionnelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les chiffres ne cadrent pas avec le système que nous utilisons pour les lire. L'explication officielle s'effondre ici, non pas parce que les tablettes sont endommagées, non pas parce que les scribes ont fait des erreurs, mais parce que notre grille d'interprétation a été construite autour de chiffres différents de ceux qu'utilisait la culture d'origine. Pensez au panthéon grec et romain. Les Grecs avaient 12 Olympiens, c'est du moins ce qu'on nous enseigne. Mais dans plusieurs sources préclassiques, on trouve des références à une 13e figure, présente lors des conseils, présente lors d'événements mythologiques fondateurs, et puis, discrètement rayée, absorbée par une autre divinité, rebaptisée. Le consensus académique traite cela comme une évolution mythologique naturelle. Mais et si c'était une révision éditoriale ? Et si quelqu'un, à un moment donné, avait décidé que 12 était un chiffre plus propre, plus maniable, et avait supprimé le 13e ? Pas une addition, pas une révision, pas une dérive mythologique naturelle, une suppression. Avez-vous remarqué tout cela vous-même ? J'aimerais vous lire dans les commentaires. J'ai parlé à des architectes, à des historiens des mathématiques, à des anthropologues culturels spécialistes du symbolisme numérique, à des personnes qui ont consacré leur carrière à l'étude de l'intersection entre les systèmes numériques et l'organisation sociale. Et dans presque tous les cas, pas tous, mais presque, la réponse aux questions sur la disparition systématique du 13 des systèmes de numérotation modernes était la même. Une légère pause, un petit sourire, ces mots. « Oh, c'est juste de la superstition. » Puis, passage au sujet suivant. Comme si la question avait trouvé sa réponse, comme si superstition était une explication et non simplement une étiquette collée sur quelque chose qui n'avait pas été expliqué. Voilà où je veux m'attarder parce que c'est la clé de voûte de tout le reste. Le calendrier à 12 mois n'est pas naturel. Je veux le dire clairement, avec soin et en ayant pleinement conscience de l'étrangeté de ce que j'avance.
Le calendrier grégorien, le système qui régit quasiment toutes les nations de la Terre, qui détermine votre rythme de travail, vos délais fiscaux, vos jours fériés, toute votre orientation temporelle est un système à 12 mois construit sur une réalité astronomique à 13. La Lune n'effectue pas 12 cycles par an, elle en effectue 13. Si vous suivez la Lune de pleine Lune en pleine Lune, une lunaison, cela prend environ 29,5 jours. Multiplié par 13, vous obtenez 383,5 jours. L'année solaire dure 365,25 jours. Les calculs ne tombent jamais exactement juste dans un sens comme dans l'autre, mais voici ce qui est révélateur. Le calendrier lunaire à 13 mois nécessite moins de corrections, moins d'ajustements, moins de rustines comme les années bissextiles que le système à 12 mois. Et pourtant, c'est le système à 12 mois qui a gagné, à l'échelle mondiale, totalement, sans concurrence sérieuse depuis plusieurs siècles, qui profite d'un système de mesure du temps qui exige davantage de maintenance, davantage de correction, davantage de gestion centralisée. Réfléchissez-y. Le calendrier à 13 mois n'était pas théorique, il était utilisé. Le calendrier éthiopien fonctionne encore aujourd'hui sur 13 mois, 12 de 30 jours chacun, et un 13e court mois de 5 ou 6 jours. L'Éthiopie est l'un des très rares pays à n'avoir jamais totalement adopté le système grégorien, et l'un des très rares où le temps à 13 mois reste une expérience vécue plutôt qu'une curiosité historique. Je juge intéressant de noter que l'Éthiopie est aussi l'un des très rares pays à avoir résisté avec succès à la conquête coloniale. Coïncidence? Je ne dis pas que non. Je demande si la question mérite d'être posée. Le calendrier druidique ancien fonctionnait sur 13 mois, chacun portant le nom d'un arbre, chacun correspondant à un cycle lunaire. Le calendrier de Coligny, un artefact gaulois en bronze découvert en France en 1897, l'un des plus longs documents conservés en langue celtique, révèle un système lunisolaire sophistiqué qui intègre le 13 comme unité fondamentale. C'était, de l'avis général des archéologues, un calendrier d'une grande précision. L'Empire romain l'a rencontré. Et en l'espace de quelques générations après la consolidation romaine en Gaule, le calendrier druidique avait disparu. Non pas adapté, non pas absorbé, disparu. Mais si vous remplacez ce calendrier, si vous imposez 12 mois et dites aux gens que l'ancien système était primitif, était païen, était superstitieux, alors quelque chose d'intéressant se produit. Le 13 devient étrange. Le 13 devient le chiffre qui ne rentre pas, celui qui n'apparaît pas sur l'horloge standard, sur le calendrier standard, dans le répertoire standard d'un immeuble, et l'esprit humain qui est extraordinairement sensible à la rupture de schéma, commence à enregistrer le 13 comme une anomalie, non pas dangereux en raison de quoi que ce soit qui lui soit inhérent, dangereux parce qu'on l'a mis hors système. La peur du 13 n'est pas une peur du chiffre, c'est le résidu psychologique d'une exclusion systématique et délibérée, une aversion conditionnée, une absence fabriquée. Je veux maintenant parler du mécanisme, parce qu'effacer un chiffre de l'architecture, c'est une chose, l'effacer de la conscience, c'en est une autre. Et pour y parvenir, il ne suffit pas de le supprimer, il faut faire peur à son sujet. Il faut prendre quelque chose qui était autrefois sacré et le rendre malsain, dangereux, maudit. L'origine la plus communément citée du mauvais sort associé au 13 est la scène, 13 personnes à table, et une trahison dans la foulée. Mais voici ce dont on parle rarement. Le récit de la scène a été consigné et diffusé par des institutions qui remplaçaient simultanément les systèmes calendaires indigènes par le modèle romain à 12 mois. La même force institutionnelle qui promouvait le calendrier à 12 mois était la même qui codifiait l'histoire du 13 comme chiffre de la trahison. Je ne prétends pas établir un lien de causalité. Je note une corrélation. Je me demande s'il n'est pas remarquable que le chiffre qui menaçait le plus un système institutionnel fondé sur 12 soit précisément celui auquel on a attribué une narration de malheur. La peur du 13 a même un nom clinique désormais, la triskaïdécophobie. On a médicalisé l'évitement d'un chiffre.
On lui a donné une étymologie grecque, un cadre diagnostique formel, des articles académiques analysant sa prévalence. Le chiffre a été tellement pathologisé qu'en avoir peur semble rationnel, et ne pas en avoir peur semble naïf. Ce qui soulève une question simple mais décisive: à quel moment une superstition devient-elle tellement renforcée de manière systématique qu'elle fonctionne comme une politique? Parce que quand des compagnies aériennes suppriment une rangée, quand des hôpitaux sautent un étage, quand des circuits de course éliminent un numéro, ils n'agissent pas selon une croyance personnelle. Ils obéissent à une convention institutionnelle. Et les conventions institutionnelles ne naissent pas de la superstition. Elles se fabriquent comme s'ils suivaient des instructions qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. L'une des caractéristiques les plus déroutantes de cette histoire est la brutalité de la transition. Des cultures qui utilisaient des systèmes de mesure du temps fondés sur 13 depuis des générations, voire des millénaires dans certains cas, ont basculé. Rapidement. Avec étonnamment peu de résistance documentée, les archives historiques de cette transition sont minces, non pas parce qu'elle fut progressive et anodine, mais parce que la documentation elle-même semble avoir subi le même processus d'édition que les calendriers. Le système calendaire aztèque a été documenté par des missionnaires espagnols au lendemain de la conquête. Ces mêmes missionnaires ont supervisé l'autodafé des codex aztèques, ces livres dans lesquels étaient mieux consignées les connaissances astronomiques. On sait, par leurs propres lettres, qu'ils ont brûlé ce qu'ils appelaient des livres du diable. On sait que ces livres contenaient des informations calendaires et astronomiques. On ignore précisément ce qu'ils contenaient parce qu'ils n'existent plus, non pas perdus au fil du temps, non pas abîmés par les intempéries ou la guerre, brûlés, délibérément. La bibliothèque d'Antioche, les livres des druides, que Jules César lui-même reconnaissait comme sophistiqués et volumineux, disparus. La bibliothèque d'Alexandrie. Ni le feu, ni la négligence. Disparus. Dans chaque cas, ce qui a survécu était sélectionné. Ce qui a été préservé était trié. Par quelqu'un. Pour des raisons. Plus j'avançais, plus je découvrais que ce qu'on appelle les archives historiques n'est pas une archive du tout. C'est une sélection. Et dans cette sélection, les systèmes de connaissances fondés sur 13 apparaissent avec une rareté frappante, non pas parce qu'ils étaient rares, mais parce qu'ils n'étaient pas les systèmes que ceux qui sélectionnaient voulaient préserver. Le silence était assourdissant. Voici ce à quoi je reviens sans cesse. Un chiffre ne disparaît pas par accident. Un système de mesure du temps ne se fait pas remplacer mondialement par coïncidence. Une superstition n'atteint pas une cohérence architecturale et institutionnelle sans organisation. Ce que nous voyons, lorsque nous regardons la suppression systématique du 13, des étages, des calendriers, des rangées, des numéros de course, de la conscience collective, c'est la standardisation de la perception elle-même, l'imposition d'un cadre cognitif particulier. Un monde fondé sur 12 divise différemment, mesure différemment, pense différemment qu'un monde fondé sur 13. 12 se divise équitablement par 2, 3, 4 et 6. C'est le rêve d'un bureaucrate, un chiffre optimisé pour la division, la taxation, la mesure, le contrôle. 12 pouces dans un pied, 12 mois dans une année, 12 heures sur un cadran, 12 articles dans une douzaine, 12 membres dans un jury. L'architecture de la vie institutionnelle moderne est construite en 12. Le 13 ne se divise pas aussi proprement, c'est un nombre premier, indivisible sauf par lui-même et par un. Et voici ce qu'il y a de plus étrange. Cette indivisibilité, cette résistance à la division nette, était peut-être précisément ce qui le rendait sacré aux cultures anciennes. Un chiffre qui ne peut pas être décomposé, un chiffre qui ne peut pas être divisé et contrôlé, un chiffre qui peut-être résiste au système conçu pour diviser et contrôler les gens. Je spécule, je veux être clair là-dessus. Mais le schéma de ce qui a été effacé et de ce qui a été promu suggère non pas une dérive culturelle aléatoire, mais une préférence délibérée pour les systèmes qui permettent la gestion, la mesure et la standardisation.
plutôt que pour les systèmes qui préservent des cycles plus anciens, plus organiques. Une fois qu'on a vu ça, impossible de ne plus le voir. Les traces demeurent, elles demeurent toujours. Le grand sceau originel des États-Unis, imprimé sur chaque billet d'$1, est saturé de 13. 13 étoiles, 13 bandes, 13 flèches, 13 feuilles sur la branche d'olivier, 13 niveaux sur la pyramide inachevée. Les fondateurs qui l'ont conçu étaient des érudits en histoire classique, en langues anciennes, en traditions ésotériques, qui n'avaient pas encore été totalement effacées. Ils semblent avoir su quelque chose sur le 13 que la culture dominante de leur époque s'efforçait activement de supprimer, et ils l'ont encodé quand même, dans le symbole officiel d'une nation nouvelle. Pourquoi la pyramide inachevée à 13 niveaux et l'œil qui la surmonte sont parmi les symboles les plus débattus de l'iconographie américaine. Or, presque aucun de ces débats ne se concentre sur le chiffre lui-même. On discute de l'œil, on discute de l'influence maçonnique. On ne discute pas du 13 parce que le 13 a été si efficacement cadré comme porte-malheur superstitieux, indigne d'une enquête sérieuse, que son inclusion délibérée dans un document fondateur ne frappe pas comme significative. Les preuves suggèrent quelque chose de bien plus grand qu'une coïncidence. Des complexes de temples à travers la Mésoamérique sont construits sur 13 niveaux, 13 terrasses, 13 marches menant à certaines plateformes cérémonielles. La pyramide El Castillo de Chichén Itzá projette une ombre lors de l'équinoxe qui crée l'illusion de 13 triangles descendant l'escalier. 13. Au moment astronomique précis où l'année solaire bascule. Comme si les bâtisseurs avaient encodé un calendrier dans l'architecture elle-même, un calendrier à 13 qui se manifesterait chaque année, automatiquement, sans entretien ni explication. À qui s'adressait-il et pourquoi avons-nous cessé d'écouter? J'ai commencé cette enquête avec une observation simple qu'un chiffre avait été retiré des bâtiments et j'attendais une réponse simple. Superstition. Habitude culturelle, rien de plus. Ce que j'ai trouvé, c'est un fil, et chaque fois que je le tirais, il en venait davantage. Un calendrier lunaire remplacé par un calendrier solaire, un savoir astronomique sacré brûlé, enfoui ou tout simplement non conservé. Un chiffre que des cultures anciennes sur 6 continents traitaient comme fondamental, systématiquement recadré comme maudit. Une convention architecturale sans aucun fondement juridique qui a pourtant atteint une cohérence mondiale. Des systèmes institutionnels, l'aviation, la médecine, l'hôtellerie, le sport, qui appliquent discrètement la suppression d'un chiffre sans accord formel et sans débat public. Pas la superstition, pas la coïncidence, pas l'évolution culturelle graduelle, mais un schéma, précis, persistant et remarquablement coordonné à travers les siècles et les continents. Ce qui soulève une question simple mais décisive. Que saurions-nous sur le temps, sur les cycles, sur le monde naturel, sur nous-mêmes, si on nous avait laissé compter jusqu'à 13? Quel savoir vit dans le mois lunaire que le calendrier solaire ne peut pas contenir? Quelle compréhension des cycles naturels, des rythmes biologiques, des saisons agricoles étaient encodées dans les cadres à 13 mois qui ont été effacés? Que perd le corps humain, synchronisé à une lune aux côtés de laquelle il a évolué pendant 100 000 ans? Quand sa culture cesse de compter les lunes, je n'ai pas la réponse. Et c'est peut-être le but. Peut-être que l'effacement le plus efficace n'est pas celui qui détruit entièrement un savoir. C'est celui qui rend la question elle-même ridicule, qui fait que les gens ont honte de poser, que les chercheurs hésitent à publier, que les architectes passent de 12 à 14 sans y penser à 2 fois, parce que tout le monde sait que le 13, c'est juste malchanceux. Juste une vieille superstition. Circuler, il n'y a rien à voir. L'explication officielle nous demande d'accepter que la disparition coordonnée, transculturelle et institutionnellement renforcée d'un chiffre résulte de rien de plus que du folklore accumulé. Je trouve que cette explication demande davantage de foi que l'alternative. Et l'alternative est la suivante,
que quelqu'un, à un moment donné, a compris que la façon dont une culture compte le temps façonne la façon dont cette culture pense. Qu'un peuple synchronisé sur les cycles lunaires, sur les rythmes à 13 mois, sur le battement premier et indivisible du monde naturel, est un peuple connecté à quelque chose qui résiste à la gestion. Et que le déconnecté du calendrier, du décompte, du chiffre lui-même, n'était pas un aspect annexe du projet de standardisation. C'était le projet. Plus j'avançais, plus il m'était impossible de voir tout cela comme le fruit du hasard. Et maintenant, vous l'avez vu aussi.